Il n'y a personne. Il n'y a personne quand on est revenu comme on y allait. Blessure ou pas blessure, quand on vit ce qu'on a pu vivre là-bas, comme dans d'autres théâtres. Et je crois que dès que j'ai été blessé, ce truc-là, il a été annulé. Et je pense que vous avez tous un peu changé. J'ai été pris à partie. Au final, on a eu 5 tics. Et c'est au 5e où j'ai été blessé. Je pars à 1 heure de chez moi. Je vais à la rencontre de Johan Claret qui a été blessé physiquement et aussi psychologiquement. Et donc du coup, c'est parti pour 1 heure de route. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. On est arrivé chez Lio et le temps est magnifique. Magnifique temps. C'est quoi ça? On est bien, hein. T'as un barbecue? Bonjour, dis bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Ça va? Ça va et toi? Ok, bah merci Yo d'avoir accepté mon invitation pour faire cette interview. De rien. Du coup, je vais te poser plusieurs questions. Du coup, je vais te laisser te présenter, savoir qui tu es et pourquoi tu veux faire justement cette vidéo avec moi. Ouais. Et puis voilà, je te laisse te présenter. Bah écoute, moi c'est Johan Claret, voilà, ancien militaire du 13e BCA. Cette vidéo, j'ai plus voulu la faire pour, on va dire, pour aider d'autres personnes parce que moi, j'ai actuellement plus forcément besoin d'aide. J'ai ma vie, voilà, je vis ma vie comme je l'entends et comme tout le monde en fait. Voilà, ça fait que moi l'aide, j'en ai plus forcément besoin. Si je peux l'apporter à quelqu'un, ça pourrait être bien. Ok. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est parti en Afghanistan en 2010 avec le 13. J'ai été blessé le 8 février 2010 pendant une attaque. En fait, j'ai pris une rafale de PKM. J'ai été blessé à plusieurs reprises. J'en ai pris une dans le bras, une dans la hanche et une qui m'a frôlé la main. Et puis voilà, en fait, la blessure. Et après, tout a suivi la blessure, hein. L'évacuation, les soins, la reprise du travail. Et après, le retour psychologique justement, de la médaille. juste avant le départ, juste avant tout ça, comment tu te sentais? Comment était ta vie avant? Comment était ma vie avant le départ en Afghan? Ouais, avant le SPT ou avant l'Afghan. Ouais. Comment tu étais avant? En fait, ouais, ça va être plusieurs étapes. Ouais. Avant l'Afghan, moi je suis rentré à l'armée et j'ai toujours voulu être militaire. Ouais. Depuis que je suis tout petit. Hein, ma mère, elle a la mort justement pour ça. Et elle l'aura tout le temps. Elle l'a jamais accepté. Ah ouais? Ouais. Comment ça se fait qu'elle n'a pas accepté Elle a eu peur. En fait, il y a eu son père qui a été militaire, qui a été blessé. Et je pense qu'elle a eu son premier choc, elle, suite à son père. Et elle n'a jamais accepté que je lui dise que je voulais rentrer à l'armée. Mais du coup, c'est ton grand-père qui a été blessé? Ouais. Il a été blessé physique aussi? Ouais. Ah ouais? Ouais, il avait été blessé physique. Tu peux en dire plus J'en sais pas beaucoup. Ah ouais? Je sais quasiment rien. Je sais juste qu'il a été blessé. Ma mère m'en a jamais parlé. J'ai jamais pu en parler à ma grand-mère. Et j'ai jamais pu en parler à mon grand-père. Ça fait que je sais pas. Je sais qu'il a été blessé. Où, quand, comment, j'en sais rien. Voilà. Je sais juste qu'il a été militaire et qu'il a été blessé. Voilà. Et c'est tout ce que je sais. Voilà. J'ai essayé de chercher, mais je trouve pas de renseignements. Je trouve rien. Il y a rien. Il y a rien de l'époque. Il y avait aucun suivi. Il y avait rien. Il y a aucune trace. Voilà. Ça fait que c'est tout ce que je sais. Et ouais, en fait, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à dire à ma mère que je voulais rentrer à l'armée. Et ma mère m'a dit non, tu n'iras jamais à l'armée, je te laisserai pas faire. Et ça fait que je me suis lancé dans la vie, j'ai travaillé, j'ai fait ce que je voulais, mais à un moment donné, j'ai dit non, dans ma tête, je savais que c'était pas ce que je voulais. Du coup, tu faisais quoi comme travail? Tu étais dans le bâtiment? Pâtissier. Ah oui, pâtissier. Ouais, j'ai été pâtissier. Ok. Et un jour, je suis rentré à la maison et j'ai posé mon contrat sur la table, en fait. J'ai dit, maman, désolé. Dans 2-3 mois, je suis rentré à l'armée. Voilà, là, elle n'y a pas cru au début. Mais une fois qu'elle a lu le dossier, elle a compris que c'était vrai. Et puis après, elle m'a soutenu. Elle m'a soutenu dans mon choix, tu vois. Elle avait la mort. Elle était dégoûtée, mais elle m'a soutenu dans mon choix. Ça fait que moi, enfin, je rentrais dans ce que je voulais toujours faire. Alors, je suis rentré au 13. Et là, j'ai kiffé ma vie. Là, j'ai kiffé. Tout ce qu'on pouvait faire, j'ai kiffé. Les terrains, la galère, la fatigue, l'entraide. Tout ça, c'était vraiment mon domaine. Voilà, j'étais ce que je voulais faire.
Et du coup, après, tu t'es spécialisé? Et après, je me suis spécialisé. Bah, en fait, non. Je suis resté. Moi, j'ai été 0-0. Ouais. J'étais 0-0 et en fait, je me suis spécialisé en Milan pour le départ en Avia. Ah, ok. Parce que moi, j'étais pas dans la section appui à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et il y a eu une demande à la première compagnie. Rappelle-toi, ils Ouais. nous ont tous rassemblés, place d'armes, et ils nous ont fait voilà, le 13 part en Avga et la Belle 2 a besoin de renfort en section appui. Et il nous manque du personnel dans la section appui qui est volontaire. Et moi, j'ai levé la main tout de suite. Pour moi, c'était comme un footballeur qui s'entraîne. Un footballeur qui s'entraîne et qui ne va pas faire un match, c'est pas un footballeur. Ben moi, un militaire qui s'entraîne mais qui ne va pas au combat, c'est pas un militaire. Ouais. Voilà, ça fait que dans ma tête, c'était la concrétisation de tout mon entraînement, de tout mon engagement. Ça fait que là, je me suis spécialisé en Milan. Et à partir de là, après, il y a eu le départ. Voilà, après, il y a eu le fameux départ en Avga. Parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais on était dans la même compagnie. Ouais. Et c'est pour ça que aussi tu es ici Oui. Bah oui, pour faire oui, cette oui. vidéo. Ouais, Ça, je ne l'ai pas précisé. Et après, il y a eu le départ en Afghan. Comment tu te sentais avant le Du départ? moins, avant l'Afghan, il y a eu la Guyane. Ah oui, il y a eu la Guyane. On a fait la Guyane. Voilà, on a fait la Guyane. Là, j'ai kiffé ma race. Pour moi, c'est le oui, best oui, du départ le fameux d'un soldat. Ouais. Le fameux feu. Ouais, le fameux feu et même le fameux feu, la fameuse jungle. Et pour moi, c'est l'idéal du premier départ d'un soldat. Voilà, parce que ça l'entraînement. Ouais, c'est là-bas où tu vois tes capacités et tu arrives à surmonter tes capacités. clair. En fait, je pense que tout le monde le sait, la jungle, c'est pas fait pour l'humain. La jungle, ce n'est pas fait pour l'être L'humain humain. n'est pas accepté. Non, l'humain, il n'est pas accepté. Nous, on rentre dans la jungle, mais on ne peut pas y vivre. C'est pas fait pour nous, en fait. Et c'est là où tu apprends à surmonter toutes tes limites, c'est toutes tes clair. peurs, c'est là-bas. Et c'est pour ça, moi, j'ai kiffé. Et après, il y a eu l'Afghan. Voilà. Et comment tu te sentais avant l'Afghan? Fort, Ah ouais? fier. Ah ouais, fort et fier. Ouais, attends, tu te rends compte, tu vas dans un pays, tu vas pas en Calédonie te bronzer au soleil, ou tu vas pas... voilà, tu vas faire un départ pour aider une population qui est maltraitée, qui est assassinée, qui est torturée tous les jours, et qui a jamais eu la capacité de pouvoir évoluer, en fait. Après, je dis pas que l'évolution, comme nous, on la vit avec des maisons et tout, c'est parfait, hein, loin de là. Mais il y a quand même une différence entre nous et eux. T'es sur le régime de personnes qui, s'ils sont pas contents, ils te prennent et ils te coupent un bras, comme ça, quoi. Hein. Tout va bien, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et moi, dans ma tête, je me dis, tiens, je vais quand même aller là-bas, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose à ma hauteur, tu vois, et peut-être les aider un peu. Et alors, une fois là-bas, si tu veux. Une fois là-bas, je crois qu'on... Tu sais, on nous a préparé pendant pratiquement 1 an. Ah, c'était long. Ouais, la préparation, elle était super longue. On n'a pas touché pied, hein. Rappelle-toi, c'était terrain. Ma vie, mes parents, je ne les voyais plus. C'était abusé. Mais c'était obligatoire, hein, parce qu'il fallait qu'on arrive... Le niveau physique, moi je parle là pour l'instant physique. Physiquement, mes parents ne m'ont pas reconnu. Il y a eu une transformation physique pendant ces 1 an qui a été phénoménale. Et avant que tu arrives là-bas, tu ne comprends pas trop pourquoi. En fait, parce que en France, on faisait nos entraînements et tu arrivais le soir, poupou, pépère, on va à la popote, on se faisait des petites bibines, on rigolait, on tapait des délires et tout. Mais une fois que tu es là-bas, c'est plus pareil parce que là-bas, tu es en mode combat et en fait, avant de le comprendre, rappelle-toi, on a été à Bagram au tout début, où là, on te met dans une pièce et ça fait un peu penser à des films en fait de l'armée américaine qui arrivent sur un théâtre où on est tous dans un grand hangar. Et on dort tous les uns sur les autres, et là on commence à te fournir ton matériel. Et là tu commences à débloquer. J'ai 2-3 images en plus. Ah ouais, moi j'en ai beaucoup plus que 2-3. Il faudrait que tu m'en passes. Des images. Non, des photos. Des photos. Non, putain, mais tu sais quoi, ça, j'ai rien. De l'Afghan, j'ai rien, gros. Mais les images, elles seront là. Et elles y seront gravées à vie, parce que c'était complètement quand tu m'en parles, j'ai toutes les images qui arrivent. ouais, c'était complètement fou. Et là, on te fournit le matériel et tout. Et là, tu commences à te poser tes questions avec tes potes. Mais les gars, on va porter tout ça tout le temps. Et là, tu viens, les armes, les machins, les trucs, les casques, Mon Dieu, ouais, ok, je commence à comprendre un peu pourquoi. Et au début, tu fais un peu comme quand tu étais en entraînement.
Tu reproduis tout ce que tu as Ouais, c'est appris vrai. en fait pendant Tu un an drilles. jusqu'au premier claquement. Et au premier claquement, là, il y a tout qui change. Moi, le regard, la vie, l'image de la vie, tout, ça a tout changé. Qu'est-ce qui a changé? La peur. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai eu la peur de ma vie. Hein. Et je le dirai toujours. Le premier tic, la première balle qui a claqué à mon oreille, j'ai eu la peur de ma vie. On a été habitué au son des tirs, tout ça, mais pas ce bruit-là. Ce bruit-là, on ne le connaissait pas. Dans l'autre sens? Ouais. On ne connaît pas. Ouais. Celui-là, pendant un an, on l'a jamais entendu, ce bruit-là. Et ce bruit-là, je me rappelle que quand on était à Bagram, on a eu la formation un petit peu accélérée de l'armée américaine. Ah ouais, Et ils nous ont expliqué les histoires de ce bruit, Mhm. du claquement ou du sifflement. C'est deux bruits bien distincts. Ouais, putain. Et putain, contact. Qui clac. Ouh, bon, je pèse la tête. Et là, contact. Et là, je me suis retrouvé en fait un peu impuissant avec Billy. En fait, j'étais avec Billy et Billy, Si tu nous entends, Billy. il avait sa mini-mi. Et là, mon petit vélo, il lui dit intensification, bouche de feu, il lui dit. Et Billy, il avait ses gants. Il avait des gants en laine. Il a tiré. Sauf que son doigt, il est resté coincé. Oh merde. Et il a plus réussi à arrêter, en fait. Et là, c'était une rafale de 100 cartouches, en fait. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles dans son truc. Et là, mon TB, il dit stop. Et Billy, il était là. Mais je peux pas. Je peux pas s'arrêter. Et sauf que moi, il m'entendait pas à ce moment-là. C'est parce que j'étais un peu en contrebas. Ça faisait une sorte de butte sur 1 mètre de haut, 1,50 m de haut. Et eux, ils étaient en haut et moi, j'étais en bas. Mais moi, je me faisais asthmater. J'étais derrière mon arbre. J'avais trouvé un gros arbre et je m'étais mis derrière. Et j'entendais dans l'arbre. Je voyais les écorces qui sautaient. Et là, je criais boule de feu. Putain, John! J'ai hurlé, tu vois, mais il hurlait le plus fort possible pour qu'il m'entende. Et là, d'un coup, je le vois. Il dit j'en prends plein dans l'arbre. Et là, il a regardé Billy, recharge. Bref, il a tout. Et après, là, il m'a dit à 3, tu pars en courant et tu nous rejoins sur la gauche. Et là, ça a été la plus grosse montée d'adrénaline de ma vie, en fait. Je me suis vu courir comme un lapin. Alors c'est que clair. j'avais Encore vite, j'avais 20 kilos sur le dos. Et j'ai fait des trucs, j'ai sauté par-dessus un muret d'1 mètre en plongeant. Et en fait, en mode entraînement, même, je peux pas le faire. Je me mange le mur, quoi. C'était incroyable. Et ouais, voilà, c'était ça, la première sensation que j'ai eue, ça a été une peur. Et après, une fois que ton cerveau il a analysé la situation, la peur, elle est partie. Mhm. Et après, tu rentres dans ton travail. En fait, tu appliques ce que tu as appris et tu fais ce qu'il faut pour survivre, en fait. Et là, tu rentres dans tout ce que tu as appris, hein, comment manipuler, comment traiter, comment parler, les ordres, les machins. Mais ouais, la première sensation en Afghan, ça a été celle-ci. Ça a été la peur. Et après, une fois que la peur, elle est passée, après, tu ressens plus vraiment la peur. Après la peur, elle n'est plus là. En fait, après, tu as surmonté cette peur, parce qu'il y en a qui n'ont jamais surmonté cette peur. Hein. Et j'en connais, hein, rappelle-toi, hein, Strasbeck, lui, Ouais, tu vois. ciao. Hein. Mhm. La peur, elle l'a pris, elle l'a englobé, et c'était fini, hein, terminé pour lui. Hein. Il a été rapatrié. Ouais, et c'est vrai. et c'est terminé. Il y en a des gens. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu ne peux pas le savoir. Tu Mhm. ne peux pas savoir comment tu vas réagir Exactement. à ça, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que la prépa, elle est bien, parce qu'on te change, on te transforme, on te formate un petit peu à obéir aux ordres, à faire ce qu'il faut pour survivre pendant une attaque. Mais la sensation de peur de perdre la vie ou qu'un de tes potes perde la vie aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Toi ou un de tes potes, on a tellement vécu ensemble, on est tellement proches, on est Ouais, tellement c'est clair. soudés que ton pote qui tombe, c'est comme si c'était toi qui tombais. Après, tu passes outre et après, tu fais ton travail. Après en fait, tu fais ton travail, tu essaies de sauver tes potes et voilà. Et du coup, est-ce que c'est pas dangereux déjà de cette peur qui disparaît? Et ce qui fait qu'après, tu arrives sur un tic où tu es blessé? Non, parce que tu l'as toujours, cette peur. Sauf que tu vis avec. Ouais. Tu vis avec, tu la connais. Si la peur, elle s'efface complètement et le mec, il te dit qu'il a plus peur, c'est pas vrai. Mhm. Ou c'est un danger. Ou c'est un Comme danger, tu dis, ouais. c'est un véritable danger. Mhm. Parce qu'il va faire des choses et mettre des gens en danger. Parce qu'il va faire certaines choses qui vont peut-être impliquer une blessure et qui vont Ouais. forcer d'autres personnes à se mettre en danger pour venir l'aider.
Ça, c'est Fait que la peur, tu l'as toujours. Quand je te dis que la peur, elle s'en va, c'est pas qu'elle s'en va, c'est que tu passes outre Ouais. pour effectuer Elle les est missions. moins forte, on va dire. Voilà, elle est moins forte. Tu passes au-dessus. Mais elle est toujours là, la peur. À chaque fois qu'on partait, à chaque fois que tu montais dans le camion, que tu armais ton flingue, tu sortais de la base. Le mec qui me dit que t'as pas peur, t'es un malade ou quoi? Bien sûr que j'ai peur. À tout moment, tu peux t'en prendre une sans même te rendre compte. Ça fait que la peur, non, tu me fais penser à des moments quand tu es dans le VAB. Je me rappelle, je sais pas si je le mettrais ça, mais je mettais dans le VAB et je me mettais à prier. Alors que je prie jamais. Ouais. Oui, non, mais moi, J'étais en train de regarder, j'étais comme ça. Et j'étais en train de prier alors que tout le monde était prêt. Ouais, mais oui. C'était fou ça. Non, mais cette sensation. La peur, elle est toujours là, mais c'est obligatoire. Je vois pas comment tu peux pas avoir peur en fait. Non, c'est clair. Les Là, gens, il y a des personnes qui ont pas ça, toi. Ouais. Et ils mettent en danger les autres. Ah mais oui, mais ils mettent, mais c'est sûr, de toute façon, Ça, je pense que c'est un truc faut. Moi, je tiens à la vie. Hein. Bah justement, après il y a eu le tic. Ouais. Enfin, il y a eu Après, il y a eu ta blessure. Voilà, après il y Est-ce a eu que tu plusieurs autres tics, il y a eu plusieurs autres attaques, mais qui sont relativement bien passées. On a très bien agi, tout s'est bien passé. Et après, il y a eu cette fameuse journée là, du 8. Est-ce que tu veux nous en parler ou Ouais, je peux faire la. En fait, il y a rien qui s'est passé correctement ce jour-là. Mais il n'y a rien qui allait se passer correctement et on le savait tous. Dès le début, dès le réveil en fait. Dès le réveil dans la tente, on savait que c'était une journée de merde. c'est quoi? C'est l'intuition? Ouais. Une intuition, un ressenti, la météo. Tout indiquait une journée de merde. Voilà, tu te lèves, il fait froid, il neige. Quand tu connais ta mission qui est programmée, tu sais très bien qu'en fait ta mission, tu vas jamais pouvoir la faire parce qu'en fait, nous, notre mission, c'était de se déplacer jusqu'à cette certaine zone là, vers le. C'était quoi le nom de cette zone là où il y avait le champ de mine là, où il y avait la carcasse du BTR là. Ouais. Alors tu sais moi tous les noms et tout ça. Je sais plus c'était quoi le nom. Et nous, il y avait un véhicule qui avait pété sur un IED là-bas. Il n'y a pas si longtemps en arrière, et on soupçonnait, soi-disant, les informations, qu'il y avait un autre IED de poser dans la même zone. Et en fait, nous, notre mission, c'était d'aller là-bas, de faire le tour de la zone, en fait, parce qu'il y avait un convoi qui passait, et tout le monde avait peur que le convoi se fasse péter sur un IED. Fait que nous, notre mission principale, ça a été de se déplacer jusqu'à là-bas, de se mettre en ligne dans le champ, et d'avancer, et trouver une trace de quelque chose, en fait. De la terre retournée, un câble électrique, une connerie. Mais quand je te dis qu'on savait déjà que la mission était flinguée, c'est qu'il neigeait. Alors comment tu veux trouver une trace d'IED si tu as 5 cm de neige fraîche? Voilà. Ça fait qu'on s'est déplacé là-bas dans l'optique de mission de merde. On a fait cette fameuse mission. On s'est mis en ligne, on a marché. Après, il y a eu plein de trucs qui se sont passés ce jour-là. C'est que on a vu les 3 bonhommes qui sont venus vers nous. Et rappelle-toi, cette zone, ça faisait un village, le découvert, et au loin, tu avais l'Oadji. Et c'était infranchissable. C'était une zone. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens dans le champ? Il neige. Tu vas pas me dire que tu vas travailler la terre, parce qu'il neige, c'est pas possible, tu ne travailles pas la terre. Pourquoi tu es là? Et nous, à l'époque, on était encore gentils. En fait. On se faisait encore marcher dessus par tout le monde là-bas. Parce qu'on n'avait pas encore connu de blessés. Tout simplement, hein. On n'avait pas connu de blessés, on n'avait pas eu de blessés, on n'avait pas eu de morts. Tout se passait, mais comme une lettre à la poste, en fait. On tapait, on traitait ce qu'on avait à traiter, mais eux, ils n'arrivaient pas à nous traiter. Et on était trop... Ouais, voilà, allez-y, passez. Et nous, on a continué notre chemin, eux, ils sont partis. Et en fait, on a zappé les gens qui sont passés. On est passé outre. Et on a fait cette mission. Il y avait 2 unités, on s'est rejoints. Ok, on n'a rien trouvé. Okay, et là, mission secondaire à la radio. Ok, là, vous allez vous mettre en ligne, là, face à la montagne et au découvert. Et on va attendre que le convoi y passe. Comme ça, vu qu'on est sur place, autant en profiter pour mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas faire péter le convoi, quoi. Même s'il y a un IED qu'on n'a pas trouvé, ils ne pourront pas le faire péter vu qu'on est là, quoi. Le convoi il passe. Oh putain, le convoi il est passé. Voilà, après ça a été la foudre. La foudre, elle nous est tombée dessus. Hein. On n'a rien vu. Mais personne n'a rien vu. Ça a commencé à taper de la montagne. Là, on s'est mis en position. Moi, je me rappelle, putain, ce jour-là, j'étais en train de. C'était tellement calme
que je me rappelle avoir posé j'avais la NF1. J'avais posé la NF1 à mes pieds et je m'étais allumé une clope. C'est con, hein, parce que t'es un Afghan, tu sais que tu peux te faire taper, mais là, c'était tellement une journée en fait, où tout se déroulait pas. Oui, le ras-le-bol, et puis, ah, vas-y, c'est bon, tu me saoules. C'est j'ai bon, le en même club, fait. quoi. On galère pour rien, là. Et on a allumé. Il y en a beaucoup qui ont allumé des clopes. Comme ça fumait là. C'est parti. Là, putain, j'ai jeté la clope. J'ai repris mon flingue. Et là, on a commencé à traiter, en fait, à traiter les contacts. Traiter les contacts dans la montagne. Ok, il n'y a plus rien. Plus de tir. D'un coup, bah. Putain, c'est bizarre, ça nous tape de derrière. De là-bas derrière. Du découvert. C'est fameux. Ces fameux 3 petits personnels. Et c'est sûr, c'est eux. Ça peut pas être autre chose. Ils seraient venus d'où, en fait? Ils peuvent pas venir d'ailleurs. C'était eux. Fait qu'ils ont commencé à nous taper par derrière. Et là, bah, John, il a commencé à nous déplacer, à nous diriger pour taper là-bas. Quand même garder une petite vue un petit peu sur la montagne, au cas où. Et en fait, ils ont été très forts parce qu'ils nous ont isolés, nous. En fait, à l'époque, ils ont isolé mon groupe. Ils se sont mis tout autour de nous. Ils ont fait fuir un peu les personnels qui étaient sur notre droite. Parce que nous, on était isolés tout à gauche. On était à gauche et juste à côté du champ de mine. Fait qu'on ne pouvait pas partir à gauche. On ne pouvait pas aller en face. Ça tapait de la montagne. On ne pouvait pas aller derrière. Ça tapait de derrière. Et bah, la seule solution qu'on avait, c'était de partir sur la droite, les rejoindre. Bah, non, en fait, on n'a pas pu. Ils nous ont encerclés. Et là, ils nous ont allumés. Et là, ça venait dans tous les sens. Et nous, bah, on a riposté tant qu'on pouvait. On faisait tout ce qu'il fallait. Billy, il a tiré, mais... Billy, il n'avait plus de mule. Ah ouais? Il n'avait plus de mule. Billy, il a été avide pour la Minimi. C'est Montebello qui a couru voir je sais plus qui, là. C'était pas Strasbeck, c'était l'autre Minimi de la section. Pour prendre une bande? Pour lui piquer une bande. Il lui a pris une bande, il l'a ramené à Billy. Après, moi, j'avais 1000 cartouches sur moi. Il me restait une bande de 100. Ouais, j'avais tiré 900 cartouches. Ça avait duré un moment quand même. Hein. Je crois qu'on avait été au combat pendant quelques temps. Ah ouais, je me rappelle que c'était long. Ça a été très long. Hein. Une fois qu'on a commencé à plus avoir de munitions, bah, on commençait à acheter des grenades. Parce qu'ils s'étaient rapprochés. On jetait les grenades à la main. Donc ils étaient déterminés déjà. Ah ouais, ils étaient déterminés. Hein. Bah, ils nous avaient isolés, ça fait qu'ils se sont dit on va se les faire. Bon, ouais. Voilà. Après, nous, on a demandé un appui aérien. Montebello a demandé un appui aérien. Et là, il n'est jamais venu. Ah ouais? On les entendait. Hein. Ils étaient au-dessus de nous, hein. Mais ils n'intervenaient pas. Et en fait, on a compris c'était trop près de nous. Ils étaient trop proches de nous, les mecs, pour pouvoir intervenir, pour que l'hélico, les avions interviennent. C'était beaucoup trop près de nous. Ça fait Montebello, il a demandé un appui mortier, fume. Ouais, ok. Heureusement. Parce que les mortiers et fume, ils ont tapé à la caméra. On les a vus se planter à la caméra. Oh. Les gars, correction de tir un petit peu, s'il vous plaît, vous pouvez éloigner un peu les obus. Fait qu'ils ont fait les corrections de tir, et là, ils ont envoyé un petit peu plus loin, fumigène. Mais ça n'a rien changé. Ça a continué à nous asmater de partout. Fait que... Là, Montebello, il commençait un petit peu à se vénérer à la radio. On va avoir un mec qui va tomber, ça continue, on est tous morts. Je me rappelle, il a dit ça. Hein. Nous, avec Billy, il était à côté de moi. Billy, on s'est dit, avec Billy, on a dit, on est mort. Ça y est. Parce que vous avez plus de mine? Ouais, on était à sec. Le mortier fume, ça servait à rien. Les hélicos, ils n'intervenaient pas. En fait, à un moment donné, ils vont être sur nous, quoi. Fait que pour nous, on s'est dit, avec Billy, on est mort. Ça y est, aujourd'hui, ça s'arrête aujourd'hui. Et c'est une manœuvre. Montebello nous a fait manœuvrer, passer au-dessus de la petite butte. Et en fait, au moment où on est passé au-dessus de la petite butte, rafale. Et là, je suis blessé. Là, je tombe au sol. Et dans un tout petit cours d'eau, là, tu sais, là-bas, ils créaient leur petit cours d'eau pour irriguer leur champ. Là. Il y avait un petit cours d'eau, là. Je tombe dedans, face contre sol. Tu comprends tout de suite, hein. Cette sensation, tu sais tout de suite que tu es touché. T'as pas mal. Ah ouais. Parce que c'est très rapide. C'est comme si tu prenais une châtaigne électrique, en fait. Et c'est fini. Sauf que tu sais. T'essayes de... Ah non, je vais pas bouger, là. Non, je suis bien, là. Je suis resté couché. Mais en fait, j'ai eu trop de chance. Dans toute cette merde, il y a eu beaucoup de chance. Parce que je suis tombé sur le ventre, blessé au bras, à la hanche et à la main.
Mais je tombe sur le ventre avec le bras sur mon ventre, qui trempait dans l'eau sur la terre. Ça fait qu'en fait, inconsciemment, je suis tombé sans faire exprès, je suis tombé de manière à, en fait, à faire un point de compression sur la blessure, dans la terre, un point de compression sur la blessure sur le gilet un point de compression sur l'appui sur la hanche, et il n'y avait que la fesse qui était à l'air libre en fait, et ma main comme ça. Au début, ça, je savais même pas. Moi, j'ai dit à Montebello, j'en ai pris 2. Et ça, j'ai pas senti. J'ai rien senti à la main. Et là, ça dure. Et là, je tombe, je crie, Montebello, je suis touché. J'en ai pris 2, une dans le bras, une dans la hanche, en hurlant, tu vois, comme ça. Et là, John, là, il commençait à devenir fou. Il a commencé à vouloir se lever pour venir me chercher. Mais je lui ai dit tout de suite, j'ai vu, dans la butte de terre, je voyais les impacts de terre qui explosaient. Je voyais des impacts de balles, en fait, au niveau de ma tête. Et là, j'ai dit à John, John, reste couché, tu vas t'en manger une aussi. Là, il s'est rebaissé, et là, il a pété un plomb. Il a pris la radio, il a changé le canal. Il a dit, allez, je crois qu'il était directement avec le colonel. Il était passé sur le canal du colonel. Et là, il a pété une durite. Il les a insultés. On est tous en train de crever. J'ai un mec qui vient de se faire blesser. Il en a pris 3. Il en a pris 2. Il est à terre. Qu'est-ce que vous attendez pour faire intervenir les hélicos? On s'en fout. Tirez, bordel. Et là, d'un coup, rafale de canon de 30. Mais sur nous. Bah oui, parce qu'ils étaient sur vous, les gars, du coup. Non, l'hélico. Ouais, mais les... Non. Ah ouais? Parce qu'en fait, on a fait une petite erreur. C'est qu'on avait oublié de descratcher notre putain de plastron dans Ah le dos. putain. Ça fait que l'hélico, Sous la pression, du coup. sous la pression, il nous a pris pour les talebs. Sauf qu'on a eu encore une fois de la chance, vu qu'il y avait de la neige, on courait de partout. La neige, elle avait ramolli, ça avait ramolli la terre, c'était devenu vraiment de la boue, rappelle-toi. Bah non, Vite non, fait, non, vous étiez pas là. Non, on n'était pas là, nous. Et bah ouais. nous, quand ils m'ont évacué, les mecs, quand ils m'ont évacué sur le brancard, ils galéraient sa grand-mère. Hein. Ils s'enfonçaient dans ça de boue. Ouais. C'était jusqu'aux genoux, ils s'enfonçaient les pieds jusqu'aux genoux dans la boue. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, les obus de 30, ils se sont plantés dans la boue, mais ils n'ont pas explosé. Mais heureusement, parce que sinon, ils mettaient le groupe sur une rafale, ils nous avaient tous tués, en fait. Et là, John mais les gars, vous trompez de cible, c'est nous en bas. Et là, le mec, il dit, mais je vous vois pas, le mec, il lui dit, je vous vois pas. Et là, Montebello, je sais pas, il doit capter. Putain, et là, j'entends l'ordre Montebello qui dit à tout le monde, ouvrez les plastrons. Là, ils ont tous ouvert les plastrons, et là, bah, après, là, l'hélico, il a pu faire son boulot, quoi. Il nous a repérés, et là, il a maté tout ce qui était autour. Hein. Il a tout traité. Après, la fumée, elle s'est dissipée. Les snipers, ils ont pu en traiter 2-3. Et en fait, après, à un moment donné, ça s'est calmé. Il y a quand même le Légos qui est venu me soigner, là. Les gosses? Ouais, c'était un légionnaire qui était venu. Ah, les gosses. Non, pardon. non, pas les Je gosses. disais les gosses. Non, un légionnaire, je me rappelle, c'était un Ouais. petit chinois. Ouais, je me Tu rappelle. te rappelles de lui? Il est arrivé comme un vaillant, en courant avec son petit brancard souple et tout. Je vais soigner le blessé. Mais non. Et Montebello, il m'avait déjà récupéré, il m'avait fait le garrot au bras. Il m'avait mis 2 piqûres de morphine. Et il m'avait fait un semi-pansement compressif comme il pouvait. Tu vois. Et Ouais, tu sais, plus elle de coupe tout le batterie. temps. Et Elle chauffe. ah ouais. Et là, il y a le petit chinois qui arrive comme ça, tu vois. Il voit mon bras, hein. Déjà soigné. Garrot, pansement compressif. Bon, bah là, il n'y a rien à faire. Et là, où t'as mal? Il n'avait pas vu le ventre. Sauf que ce guignol, je me rappellerai toute ma vie, il s'était un peu appuyé sur mon gilet pare-balles. Il avait mis son genou là. Oh la vie de ma mère. J'étais en train de m'enculer, gros. Lève ton genou, s'il te plaît. Il dit, mais pourquoi? Je dis, j'en ai pris une dans le bide. Et là, je l'ai vu, j'ai vu sa tête en fait. Quand il a enlevé son genou, il a levé, et je l'ai vu devenir tout blanc. Mais ça a été instantané. Il était tout rouge, et là d'un coup, il est devenu tout blanc. Je dis, oh, ça va? Il me dit, ouais, non, mais t'inquiète. Et là, il a repris. Tu vois, il a repris. Il était pas prêt, en fait. Il était pas prêt à voir ce qu'il a vu. Et là, il m'a refait le pansement, il m'a remis une piqûre. Il m'a dit, combien t'en as eu? Je crois que j'en ai eu 2. Il me dit, allez, je t'en mets une 3e, on s'en bat les couilles. Il m'en a mis une 3e, mais j'avais toujours aussi mal, en fait. C'était dingue, parce que j'avais l'impression que la morphine, ça changeait rien. Ça changeait absolument rien à la douleur. J'avais tellement mal, mais c'était. J'avais mal, j'avais froid. J'en avais marre en fait. Ça faisait trop longtemps, hein. Ça faisait.
tu m'étonnes. Je crois que ça a duré pratiquement 1 heure, facile. J'en pouvais plus, en fait. Une j'étais- heure que t'étais dans la boue. Ouais. Putain. J'étais trempé. J- Il y a eu toutes les sensations qui sont passées dans ma tête, hein. Au début, c'est je vais mourir. Vous savez, je vais mourir, en fait. Je vais rester dans ma petite rivière au tout début. Oui, il y a la phase, vas-y, Ah, j'arrête. c'est bon, je suis abandon. mort, en fait. Et en fait, après, au bout d'un moment, tu vois que tu meurs pas. C'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Mathieu, pourquoi tu meurs pas. Je meurs pas. Je suis conscient. Je comprends tout ce qui se passe. Je perds pas la tête. Je suis pas en train de m'évanouir. Putain, en fait, je suis normal, quoi. J'ai mal, mais je me sens pas partir. Hmm. Et au bout de 10 minutes, tu sais que si tu devais mourir, en fait, c'est presque avant. Parce que tu as une artère sectionnée et tu vas pas vivre pendant 10 minutes. Hein. C'est en quelques minutes, terminé, bonsoir, hein, t'es plus là. Et là, je voyais que j'étais toujours bien conscient, même quand Montebello il me récupère et tout, j'avais mal. Mais putain, je perdais pas la tête, je perdais pas la... J'étais toujours conscient, toujours... Ça fait que pour moi, j'allais pas mourir. Ça fait que la sensation de mourir, elle était partie. Tu vois, pour moi, je savais que, voilà, si je reprenais pas une, c'était bon en fait. On allait me soigner, on allait réussir à m'évacuer. Et après, par la suite, on verra bien, quoi. Et du coup, après, t'as été évacué par brancard dans la Voilà. boue, les sillons. C'est ça, ouais. Et attends, il y a le petit Légos, il est venu, Oui. avec son petit brancard souple, parce qu'on lui avait pas donné les bonnes informations. Et là, il me regarde, il me dit, fait, je peux pas t'évacuer sur un brancard souple, toi, c'est pas possible. Fait que je le vois, il repart au VAB en courant, prendre son vrai brancard. Là, il revient en courant. Et là, là, il y a tout qui se calme un petit peu, tu vois. Tout le monde ils sont tous traités, il n'y a plus de coups de feu. Vu qu'il y a des avions, les hélicos qui ont intervenu, dès qu'ils interviennent, après, ils arrêtent tout. Ils posent leurs armes et ils se cassent. Ça fait qu'on savait que c'était terminé. Tout le monde était quasiment sûr que c'était terminé. Et là, il commence à me mettre sur le brancard. Et j'entends l'hélico qui arrive, médicalisé là. Ouais, ils galèrent les mecs. Je me rappelle Billy, il galérait sa mère, le pauvre. En plus, c'était le plus petit. C'était le plus petit de tous. Ça me portait. Il était comme ça, il galérait. Et moi, t'es là et tu vois, j'avais presque envie de leur dire. À un moment donné, je leur ai dit, oh, faites gaffe, je suis en train de tomber du brancard. Tu vois, parce que tellement qu'ils galéraient, le brancard était comme ça. Et j'essayais de me tenir comme je pouvais avec le pouce qui me restait comme ça. Je vais tomber, les mecs. Je vais tomber. Tu vois, mais presque en rigolant, en fait. Parce que c'était ironique, l'action. Je les voyais plein de boue, plein de merde. Et j'imaginais tous les entraînements qu'on avait fait comme ça, en portant des mecs dans les brancards, en galérant dans la pluie. Et c'était exactement ce qu'on vivait là, en fait. Sauf que c'était réel. Et là, on arrive sur une zone, on me pose au sol. Là, je vois l'hélico qui atterrit. Je vois la médecin qui arrive. Elle regarde un peu tout ce qui est... Mais elle fait rien, en fait. Elle fait rien de plus. Elle me dit juste, est-ce que t'as mal? Je dis, j'ai mal, j'ai froid. Je suis frigorifié. Je lui dis, je suis gelé. Elle me dit, ah, mais c'est normal, t'es trempé, t'étais dans la neige, c'est normal que t'as froid, t'inquiète pas. Et là, elle me fait une piqûre de kétamine. Alors ça, on me l'a raconté, ça. À la vie de ma mère, alors là... Apparemment, c'était... Ah, c'était folklore. Ah, c'était énorme. Ah ouais, ah, j'en ai tous les souvenirs. Hein. J'ai perdu aucun souvenir de tout ce moment-là, hein. De tout ce que je Quand disais. t'as piqué, tu te souviens encore? Ah, je me souviens de tout. De tout, je disais... Apparemment, tu faisais rire tout le monde. Ah ouais. Je disais, oh les mecs, je fais comment les gars? Oh, je dois partir à Ibiza cet été. Oh, je dois partir à Ibiza avec mes potes. C'est mort. Je peux pas. Mais j'ai fait rire tout le monde. Parce que ça m'a envoyé dans l'espace. Hein. Ah, la kétamine, c'est un truc, ça t'envoie dans l'espace. Hein. C'est incroyable. Et là, j'avais plus mal. Presque plus mal, tu vois. Mais j'avais plus mal, mais j'en avais marre. Tu vois ce que tu vois un peu la sensation? Il fallait sortir de là. Quoi. Ouais, il fallait qu'on me sorte de là. Et en fait, il fallait que je m'endorme, en fait. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais presque envie de leur dire, faites-moi dormir en fait, à un moment donné. Mais ils ne voulaient pas que je m'endorme. Il fallait pas que je m'endorme. Du coup, on ne sait pas si... Voilà. Et fait qu'ils faisaient tout pour me maintenir réveillé, mais moi j'avais qu'une seule envie, c'était en fait dormir pour que je ressente plus rien. Et là, ils me montent dans l'hélico. Ils montent dans l'hélico et la dernière image que j'ai de mémoire, c'est celle-ci en fait. Je suis allongé dans mon brancard, l'hélico qui décolle, tous les produits et la gueule du bonhomme là. Un médecin avec son casque. Et la question que je lui pose, je lui dis, je sens qu'on décolle.
Et je lui dis, on en a pour combien de temps de vol? Et le mec, il me répond 10 à 15 minutes. Et là, dans ma tête, c'était trop. Ah ouais? Ça y est, ça a été trop, là. Et là, je commençais à devenir méchant. Mais va te faire enculer! Dis-lui qu'il aille plus vite! J'en ai vraiment marre, je lui dis. Il faut qu'on arrive au plus vite, au plus vite. Et je commençais à devenir vraiment, tu vois, je commençais à bouger et tout. Et là, je le vois prendre son truc, là. Je le vois, ouais. Et je me suis réveillé 2 semaines plus tard en France. Tu t'es réveillé en France? Ouais. Putain, c'est un truc de ouf. Bah, 2 semaines? Ouais, j'ai la Donc mémoire. pendant 2 semaines? J'ai la mémoire, moi, la mémoire que j'ai, c'est de m'endormir dans l'hélico Ah ouais? et de me réveiller dans mon lit avec ma mère en France. Non. Devant mes yeux, ma mère à côté de moi, moi Il dans s- le lit d'hôpital. Il s'est C'était passé 2 semaines? 2 semaines. Ils m'ont mis 2 semaines dans le coma. Putain. Et mais en fait, c'est pas le seul moment où je me suis réveillé. Non, je me suis Mais t'as plus de réveillé, souvenirs. zéro. Je me suis réveillé, il paraît que je me suis réveillé à l'hôpital de Fortune, là, qu'ils avaient fait, je sais plus où, là, Mhm. où ils m'ont fait les premières opérations, ils m'ont stabilisé, en fait. Ben, en fait, je me suis réveillé là-bas. Mais moi, j'en ai aucun souvenir. Je me suis réveillé, après, c'est les docs qui m'ont expliqué un petit peu. Et, et là, j'étais vulgaire, tu vois, quand je me suis réveillé. Mais j'étais chaud bouillant. C'était du genre, ah, c'est bon, mettez-moi un pansement. Puis c'est reparti. Et j'y retourne, quoi. Tu vois, mais en insultant tout le monde, toutes les mamans, tu vois, tout ce qui peut sortir, quoi. Les mots d'amour. Voilà, les mots d'amour, quoi. Et, mais ça, j'en ai zéro souvenir. Zéro niette, rien du tout, que dalle. Moi, pour moi, je me suis endormi dans l'hélico, je me suis réveillé en France. Et du coup, arrivé en France, t'étais en arrêt maladie et t'as eu une. Non, bah, j'étais en arrêt maladie, oui. T'as fait de la réduc, des trucs Ouais, comme ouais, ça, j'imagine. ouais, bah ouais, ça, c'est. Je dis, je me suis réveillé en France 2 semaines plus tard. Et mais encore revers de la médaille, encore merci et tout. Voilà, bref. Ma mère, elle savait que j'aimais bien la télé quand je dormais, tu vois. Comme je t'ai dit, ça fait Ouais. très, 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 très longtemps que je l'ai quasiment toujours fait, ça. Du moment où j'ai eu ma première télé dans ma chambre, c'était mort. Ça fait que ma mère, elle savait que j'aimais ça et elle avait demandé aux infirmières de laisser la télé allumée. Tu vois. Mhm. Et ce que personne n'a pu faire attention, en fait, c'est que quand je me suis réveillé, je me rappelle, j'étais dans mon lit, il y avait ma mère, et en haut à gauche de la salle, il y avait la télé d'accrocher. Quand j'ouvre les yeux, je vois ma mère, je vois la télé allumée, et dans la télé, je vois le 13. Et je comprends pas. 13. Le 13e BCA. Ah ouais. Mais en fait, c'était la cérémonie pour Enguerrand, qui est décédé. Mais comme par hasard, je me réveille au moment où il passe ça à la télé aux infos. Pour te dire qu'il devait être à peu près 13h quand je me suis réveillé. Et pas pour moi, en fait, je savais pas qu'Enguerrand était décédé le lendemain. Je savais pas que j'avais été le seul blessé. Et là, dans ma tête, je lui ai dit à ma mère, je lui ai dit, c'est qui? Tu vois, et j'ai commencé à pleurer. Ça me retravaille un petit peu quand on parle de ça, parce que la sensation que j'ai eue, c'est d'avoir cru qu'un de mes gars, il était mort en même temps que moi, et que personne n'ait voulu me le dire quand j'étais sur le terrain, blessé. Tu vois, comme tu peux essayer de protéger un peu un blessé, Ouais, s'il y en a un autre, t'inquiète, tu tout vas va bien. pas lui dire, tu vois. Et ben moi, c'était cette sensation-là, et elle m'a dit le nom. Et après, c'est une partie un peu méchante. Je me suis senti soulagé. Parce que je le connaissais pas. Tu vois, Enguerrand Libar, je voyais pas du tout qui c'était. Alors je te rassure, je pense que. Enfin, moi, j'ai eu cette réaction-là. Et ça rassurait, et ça rassure encore maintenant. Tu sais, des fois que tu vois des Ouais. décès. Ouais, Et à ouais. chaque fois, je vous dis, je le connais pas. Ouais, c'est méchant. Hein. C'est C'est- une sorte de protection Oui, oui, oui. humain. Où Oui, je dis, oui. ouais, je Oui, connais oui. pas. Et quand elle m'a dit le nom, Ouais. tu vois, Je vois ce ce que tu veux souffle-là. dire. Ok. Éteins la télé, maman, s'il te plaît. Elle a éteint la télé, et après, il y a eu toutes les galères de la blessure. Bon, je t'en passais Ouais, d'autres, c'est après, il y mais a on toute la s'en fout. réduc Voilà. et tout ça. Là. La réduc, j'étais sur Paris. Hein. À l'époque, ils m'avaient mis sur Paris, au gros hôpital militaire. Moi, j'avais demandé de me rapprocher pour la rééduc sur Lyon, parce que j'étais de Lyon. Et la rééduc et tout. Et après, il y a eu vous qui êtes rentré. Ah. Voilà. Ça, je me rappelle ça. Voilà, quand vous êtes rentré, moi, je vous ai attendu au 13 parce que c'était important. Je voulais être là quand vous rentriez. Et je vous ai attendu sur le parking et je vous ai tous vu revenir
Ah, ça a été quelque chose, ce moment-là, tu vois, il Ah, a c'est été quelque clair. chose, ça a été assez impressionnant. Après, je suis pas sûr d'avoir exactement les bons souvenirs du ressenti que j'ai eu. Parce que je crois qu'il y a eu tellement d'émotions, il y a eu tellement que j'ai plus trop de. Je me rappelle de tout, de l'action, de tout, de tout. Mais le sentiment que j'ai ressenti, je sais pas si ça a été un apaisement, ça a été une joie. Tu vois, je sais plus quel sentiment j'ai eu ce jour-là. Mais ça a été quelque chose de très intense. Voilà. Et après, bah après, il y a eu la suite. Donc, du coup, à partir de là, t'as repris après. Ouais, T'as repris le boulot. ouais, Et alors, physiquement, ça allait. ouais. T'avais repris. Ouais, j'avais. Bah, physiquement, non, ça allait pas. Je me disais que ça allait. Ah, Mais ça allait pas du tout. t'étais dans le déni. Ah ouais, complet, de la blessure, oui. Ah, mais même à l'hôpital, hein, ils viraient les docs. Hein. Ah, mais je me suis fait insulter par les médecins. Hein. Ils m'ont vraiment mal parlé. Hein, en me disant, maintenant, il va falloir que tu assumes que tu as été blessé. Je n'étais pas blessé, Ouais. Donc, pour t'avais moi. la phase de déni. Ah ouais, bien- moi, c'était... c'est pas je suis pas sûr que ce soit une phase de déni. C'était... je suis blessé, mais non, en fait, il faut que je guérisse très rapidement. Il faut que je me remette debout. Tu vois, c'est comme quand tu tombes en vélo. Non, ok, je remonte sur mon vélo. De la patience. Voilà. T'es impatient Voilà. et c'est De bon, l'impatience, vas-y, ouais, on ouais, y ouais. va. Voilà. J'ai même fait ma demande pour retourner en Afghan. J'ai fait beaucoup de demandes, j'ai fait beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers qui ont toujours été refusés. Normal aujourd'hui, je le comprends. À l'époque, je le comprenais pas, mais aujourd'hui, je le comprends. Parce il aurait pas fallu que j'y retourne, en fait. J'aurais pas été. C'était une mauvaise idée. Ouais, j'aurais été mauvais professionnel. J'aurais pas été très gentil avec la population. J'aurais pas fait ce qu'il fallait. Voilà, ça fait heureusement que j'y suis pas allé. Mais ouais, non, j'acceptais pas ma condition de blessé. C'est-à-dire que j'ai été blessé, mais non, je suis pas blessé, je m'en pète. Je me remets debout et j'y retourne. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi, hein, quand même, parce que, mine de rien, j'ai fait des belles choses après. J'ai passé mon stage de montagne, là, le BSM, que j'avais jamais passé. J'ai fini major. Donc, ouais, 5 physiquement, mois après ça la avait- blessure. Voilà. Voilà, 5 mois après, quoi. C'est pas été Donc, 2 ans après. t'étais à fond dans. J'étais à fond, j'y allais. Mais j'avais mal, mais non, j'avais pas mal, en fait. Voilà. Mon bras, il me faisait mal, mais non, je m'en bats les couilles, j'ai pas mal. Je vais aller au-delà de la douleur. La hanche, quand on faisait des marches, personne ne me voyait le soir. Mais je pleurais dans mon lit. Je pleurais de douleur. J'essayais de masser, j'essayais de... Mais il n'y avait rien qui faisait, j'avais mal. Et arrivé le matin, devant tout le monde, non, j'ai pas mal. Tu vois? Donc là, c'était côté physique et psychologique, c'était comment là? Il y avait rien? Rien. C'est fou ça. Voilà. Non, j'avais rien. Rien me touchait. Est-ce que parce qu'il y avait cette concentration sur le physique C'est ça. qui faisait que C'est complètement psychique, ça. c'était. Ouais, c'était complètement ça. Hein. Ah ouais. Le psychique, il a été mis de côté parce que pour moi, je me concentrais sur mon physique. Hmm. Voilà. Le physique, Et une là- fois qu'il a été guéri, et complètement guéri, tout naturellement, je pense que il y a des trucs qui se déclenchent d'une manière ou d'une autre, en fait. Et du coup, à quel moment ça a déclenché Le premier moment qui a été très impressionnant dans ma tête aujourd'hui quand j'y repense, ça a été au Tchad. En fait, ça se passait super bien. Je continuais à faire mon taf normal. Et là, on a fait une séance de tir à balles réelles dans une petite vallée, Ouais, je me rappelle. complètement typée Afghanistan. Des rochers, un peu de montagne, un peu de désert, tu vois. C'était très spécial, cette zone-là. Là. Et on était en train de tirer sur les cibles, bam, 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 bam. Et en fait, il y a eu un jeune, là, un jeune première classe. Et là, il n'a pas respecté la première des règles, c'est de jamais passer devant le canon d'un mec qui est en train de tirer. Et en fait, il est passé devant mon canon entre 2 coups de doigt. C'est comme quoi la vie, elle tient qu'à un micro petit fil de merde. C'est qu'il est passé entre 2 coups de doigt. Je faisais une doublette entre 2 coups de doigt. C'est-à-dire Lui, qu'il qu'est-ce qu'il fait? Il est Pa, pas. pa. Ouais. Et il est passé entre les deux. Et moi, dans ma vie. Ah. Et là, la mort, elle est revenue en moi. Tu vois, la sensation de mort. Ah et, ouais. Le lien direct. Ouais, le lien direct à la mort. Et en fait, je sais pas pourquoi.
Le pauvre. Il a tout pris, du coup. Ah ouais. Tout ce que t'as Ouais. mis dans ton sac, Ouais, il a pris. ouais, mais pas dans la parole. Hein. J'ai Ah ouais, baissé ouais. le flingue, je l'ai chopé, je lui en ai mis une, je crois que je l'ai assommé en fait. Je l'ai assommé, il est tombé. Et là, j'ai relevé mon arme. Et en fait, ça a duré quelques secondes. Et je me rappelle, c'est Ellie qui m'a arrêté. Et là, bah, en fait, ils ont viré tous. Parce que pour moi, les cibles, c'était des bonhommes. Ah, d'accord. Mais vraiment, vraiment. Donc, retour en arrière, quand j'y pense, je le vois encore. Je voyais des talibans courir. Et je déballais des ordres. Contact, contact. Je déballais des ordres. Contact à droite. Et là, je déballais. Bah, 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 bah. Et là, en fait, Tout seul. ouais, tout seul. Mais j'étais pas tout seul pour moi. C'était, on Ouais, était, t'étais dedans. on était au combat. Hmm. Et là, bah, là c'est Ellie. Il m'a fait un plaquage. Et en fait, il a compris que ça partait en couille dans ma tête. Et il m'a fait un plaquage. Et en fait, quand il m'a plaqué, je me suis retrouvé au sol. Et je l'ai regardé. Et là, mon cerveau est revenu où il était. Ah ouais. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi tu me plaques? Je tourne la tête, je le vois l'autre par terre. Allez, hop, là, tu reviens à la réalité. Ouais. Et là, je lui dis, ah, la vie de ma mère, Ellie, c'est passé quoi? Il me dit, mais. Yo, il s'est passé quoi, mec? Pourquoi il est là? Pourquoi il est là, lui? Il me dit, mais tu l'as assommé? Et je comprenais pas ce que j'avais. Je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est-à-dire, tu te souviens de l'avoir tapé et tout ça? Ouais. Ou c'est Au début, non. Au tout début, quand D'accord. Ellie m'a plaqué. C'est là où c'est revenu ce que t'as fait. Non, je l'ai regardé. Et en fait, le temps que mon cerveau il analyse la situation, je lui dis qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais. Et après, dès qu'il me dit mais t'es parti en couille et tout, et après les souvenirs c'est revenu petit à petit. Le premier truc, c'est je me rappelle l'avoir vu passer. Et après, j'ai réanalysé, mais pas le jour même. Hein. Ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, hein, c'est quand j'étais là-bas. Hein. Après, au début, je ne comprenais pas. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me rappelais plus. Et on a arrêté la mission, on a arrêté la séance de tir, on a tout rangé, on est retourné à la base. Et j'ai voulu en reparler à Ali, tu vois, on en a reparlé. Et là, les souvenirs sont revenus. Comme quand tu as un petit peu un souvenir que tu as oublié ou que tu as mis de côté. Et en parlant, les images, elles reviennent petit à petit. Et là, je revois toutes les images qui reviennent. Je me vois en train de partir en couille, je me vois en train... Et là, je dis, ok, là, il y a un problème. Là, j'ai dit, il y a un problème. J'avais peur de reprendre une arme dans ma main. Pas peur de l'arme. Peur de toi? Ouais, peur de ce que je peux faire avec une arme. Et c'est là où, comme je t'avais déjà expliqué une fois, là, je suis passé voir le lieutenant, je lui ai expliqué... Parce que Donc, même t'as rendu compte. voilà, même mon chef de groupe n'en avait même pas parlé de l'action, en fait. On n'avait même pas parlé... en fait, personne n'a fait suivre l'information. Et c'est là déjà où il y a les premières grosses erreurs pour moi dégradées, c'est là, en fait, déjà. Et, Bon, en tout cas, à l'époque, c'était à moins l'époque. reconnu. Ouais. Et il n'y en a aucun qui a rendu compte. Et en fait, ils m'ont mis de côté. T'inquiète pas, ça va passer, c'est une passade. Et là, Et pourtant, c'était en 2012. Ouais. Et là, les cauchemars, ils ont commencé... Pas les cauchemars. L'image, elle a commencé à s'intensifier. C'est-à-dire que je l'avais déjà. L'image, en fait... en fait, là, je vais trop vite. Avant tout ça, il y a eu... moi, j'ai été gravé, en fait. Comme si on m'avait fait des tatouages dans la paupière. Ah oui, tu m'avais dit ça. Voilà. Ça, c'est dès le premier jour où je me suis réveillé à l'hôpital. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc dès le début, il y avait quand même Ouais, quelque chose. il y avait un petit truc, sans... mais sans que j'analyse le truc en me disant que c'est un problème. Ouais, parce que tu étais focalisé sur ta hanche. Voilà. Mais c'était là. Et cette image de... En fait, c'était comme si tu prenais une ombre qui planait au-dessus de la zone de où j'étais blessé. Et je me voyais allongé dans ce petit ruisseau, vu d'en haut. Dissociation de... Voilà, avec tous les petits personnels un petit peu qui essayaient de manœuvrer pour venir m'aider. En mode GTA, quoi. Ouais, non, mais c'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Quand je dormais, c'était une vidéo. Quand je fermais les yeux en cliquant, c'était une image. Tu vois ? Quand je dors, c'était la vidéo de tout le monde qui bougeait. Tout qui pétait, moi allongé. Mais toujours la même vue. Ouais, c'est ça qui est marrant. Hein. C'est toujours la vue d'en haut. Et quand je cliquais des yeux,
Tu vois, quand je faisais ça, bah, en fait, c'était dingue, j'avais l'image, j'étais là. C'était incroyable. Et ça a commencé à s'intensifier après ce premier flashback, en fait. Ouais. Voilà. Donc ça, j'imagine, pendant le Tchad, Ouais. fin de Tchad. C'est ça. Et en France, c'est là où ça a explosé. Enfin, ça a explosé, Pas ça a forcément. pris de l'ampleur, quoi. Pas forcément. Non, j'ai décidé de me dire d'accepter le concept qu'il faut que il faut que je me fasse en quelque sorte suivre, Ah, ok. même si j'en avais pas envie. Tu vois ce que je Ah. vois? T'as une prise de conscience où je dois faire quelque chose, Voilà, mais franchement, j'ai pas envie. ouais, J'ai pas envie de c'est faire les démarches, j'ai pas envie de voir quelqu'un, Ouais. j'ai pas envie de parler, c'est ça. voilà, ouais. Ça fait que juste ce que je voulais, c'est que je voulais plus faire des exercices de combat. Ça, je le savais, parce que j'avais peur que ça revienne comme ce que j'ai fait au Tchad. Hmm. Et le problème, c'est que si ça arrive, ça, tu sais pas ce que tu es capable de faire. Hmm. Tu vois Et ça, je voulais pas. Ça fait que j'ai demandé de plus prendre une arme. En compagnie de combat, plus prendre une arme, à un moment donné, ça va pas avec. Hein. T'es compagnie de combat, t'as une arme. Hein. Sinon, t'es pas en compagnie de combat. Alors, ils ont décidé de me mettre à la CCL, à la compagnie de soutien et de commandement. Là. Logistique. Ouais, mais sans savoir ce que j'allais faire encore. Ils savaient pas ce que j'allais faire de moi, en fait. Et même à la CCL, ce qui était dingue, c'est qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à comprendre que je ne voulais plus avoir affaire à du combat tant que j'étais pas traité, tant qu'on m'avait pas aidé. Mais il y en a, ils comprenaient pas ça. Et le capitaine de la CCL ne l'a pas compris. D'un coup, CCL, rassemblement, ok, on va mettre en place une semaine de remise à niveau pour tout le monde. On est des soldats, on va se remettre à niveau. Avec le tir, les transmissions, le fameux soin aux blessés. Ouais. Tu vois, tous ces trucs-là, là. Tu vas le faire, sinon on te fait un dossier, on te punit. Allez. Ouais, ils n'avaient pas cette Non. Il n'y avait pas cette logique de dire logique. Attends, pourquoi il fait Pourquoi ça, pourquoi il il- dit ça, qu'est-ce qui se passe? analyser la personne. Hmm. J'ai jamais été un cassos. J'ai fait tous les terrains. J'ai jamais été en arrêt. J'ai toujours fini très bien classé dans tout ce que je faisais. Et du jour au lendemain, ils n'ont pas analysé le concept que je suis en train de me dire pas bien. Hmm. Je vous dis que je peux plus. Essayer de comprendre, essayer de chercher. Je voulais pas parler. Mais je demandais de l'aide. Mais C'est fou, hein, d'être dans cette, cette transition-là, Ouais. elle est spéciale. Et bah là, je vais voir mon lieutenant à la CCL. C'est tellement des moments que je regrette que j'en ai oublié tous les noms, en fait. J'ai tellement plus envie, tu vois, j'avais plus envie de... J'ai oublié les noms des gens. Et le lieutenant, je ne sais même plus qui c'était. Tant mieux quand il n'y a pas de nom. Ouais, voilà, ouais. Et je vais le voir et je lui dis, mon lieutenant... Peut-être s'il voit cette vidéo, il se ouais, il va se peut-être, reconnaître. peut-être, ouais. Et je lui dis, mon lieutenant, là, le capitaine, il a annoncé qu'on faisait la remise à niveau, là, mais en fait, je viens de sortir de la première compagnie pour venir chez vous parce que je veux plus avoir affaire à tout ça parce que j'ai peur, en fait. Et là, il me dit, ah, c'est une obligation, on est soldats, il faut le faire. Je dis, bah, je l'ai regardé, ok. Vous savez quoi, je vais le faire, vous en assumerez les conséquences. Je vous préviendrai, hein. C'est vous qui allez assumer les conséquences. Parce que c'est à vous que je suis en train de rendre compte. S'il se passe un problème, c'est vous qui assumerez. Et je suis parti du bureau. Séance de tir, remise à niveau au niveau du tir. Non, pas séance de tir, remise à niveau au niveau de la manipulation des armes. Ça me posait pas trop de problème. Fait que je fais, transmission, pareil, pas de problème. Topographie, tous ces trucs-là, là, aucun problème. Et là, le truc que je redoutais le plus, c'est les soins aux blessés. Ah ouais. Parce que ça me refaisait un... Le secours au combat. Ouais, voilà, le secours au combat, tu vois. Et ça, je le redoutais un petit peu quand même. Et deuxième flashback de ma vie, il s'est passé ce jour-là. Ah ouais. Voilà. J'en ai eu que 2. Donc t'avais une appréhension sur le tir. Bon, au final, c'est Ouais. sur l'atelier. Ouais, c'est sur l'atelier... secours au combat, Ouais, quoi. secours au combat. Et en fait, ça a été une odeur. Une odeur. Ouais. Une odeur qui m'est venue dans le nez et qui m'a replongé là-bas. En fait, il nous a sorti un carton, carton comme ça, là, avec toutes les tiques rangées dedans. C'était des tiques de retour d'Afghan. Ah ouais, d'accord. Et il nous en donnait une chacun. Oui, c'est vrai, j'en avais récupéré. Ouais. Il nous en a donné une chacun, genre pour qu'on revoie ce qu'il y avait dans la tique.
Quand il me l'a donné dans la main, j'ai déjà senti la gorge, tu vois, qui se nouait un petit peu. Putain, je l'ai ouverte. Et quand je l'ai ouverte, il y a eu cette odeur qui est sortie de cette tique. Et bah, rebelote. J'étais plus dans la salle de cours. Mon cerveau, il voyait la nature avec des talibans en train de nous tirer dessus. Je sentais mon rythme cardiaque qui s'accélérait. Et il y avait le mec en face qui faisait le cours, il le savait, ce que j'avais vécu, il me connaissait. Et il m'avait prévenu, si tu te sens pas bien, tu sortiras. Je m'en fous, je dirai rien à personne. Pour moi, tu as été là. J'ai voulu le faire pour voilà, un peu de fierté aussi quand même, et essayer, tu vois. Et là, il a senti, il l'a vu, lui. Il a vu l'évolution de mon visage en direct, en fait. Parce qu'il me regardait l'ouvrir, la tique. Il m'a dit, quand tu as ouvert la tique, j'étais sur toi, en fait. C'est toi que je regardais. Et en fait, il m'a dit, ça a été incroyable. T'es devenu blanc. Les yeux, ils se sont fermés. J'ai vu ta cage thoracique qui faisait bah, 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 bah. Les gouttes qui ont commencé à couler. Et en fait, c'est lui qui est venu me voir. Il s'est rapproché de moi. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de geste brusque. Il est juste venu me voir et il m'a dit, Claret, Claret. Et là, je suis revenu à moi. Mais je ne l'ai pas vu venir vers moi, en fait. Je n'ai pas compris. Pour moi, il était au bureau. Et là, t'es là. Je lui fais ça recommencer. Il me dit, bah, j'ai bien l'impression. Mais là, j'étais pas bien. La transpiration, je sentais encore mon cœur qui battait vite. Et ça a fait comme la première fois. Il a fallu attendre quelques secondes. Pour te remémorer. Ouais. Et là, il m'a dit, viens, on sort dehors. Et je suis sorti dehors. Et là, quand je suis arrivé dehors, je suis tombé en lambeaux. Là, un bébé. En fait, un putain de bébé, quoi. Je me suis mis à pleurer, j'arrivais plus à m'arrêter. J'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. C'était mon souffle, j'arrivais plus à reprendre mon souffle. Tout est sorti. Ouais. Là, j'ai tout... Et enfin, ils ont compris qu'il y avait un problème. C'est bien, ils ont compris. Ils ont compris. Et voilà, et là, après, à partir de là, bah, je suis allé à l'infirmerie, ils ont fait une ouverture de dossier. Et à partir de là, du coup, tu as suivi un psychiatre? Non. Ah non, même pas? Non, parce que j'arrivais pas. Parce que tu voulais pas? Je voulais, mais je voulais pas. Ouais, le fameux Ouais. En fait, problème, mais il y avait pas la c'est quoi qui était bloqué? C'était les personnes qui étaient en face de moi qui me bloquaient. Le fait que ce soit un psychologue militaire? Pas forcément. Je sais pas si c'était le fait que ce soit un psychologue militaire, mais j'avais une personne en face de moi, un psy, qui prétendait pouvoir m'aider, mais sans m'avoir connu avant, pendant, ni après. Et j'ai jamais réussi à comprendre le concept d'aider une personne sans le connaître. Pour moi, un psy qui va être là, en face de toi, tu vas lui parler. Mais en fait, il ne me connaît pas. Il va m'écouter, ouais, c'est bien, je vais parler à un mec que je connais pas. Un mec, pour moi, qui représente rien. Il n'a rien vécu avec moi. Est-ce qu'il arrive au même, lui, à comprendre ce que j'ai vécu? Okay. Non, il a pas vécu cette merde. Comment tu vas me dire que tu vas me soigner? Tu sais pas ce que j'ai vécu, en fait. Ouais, bah oui, t'as tes études de psychologue, mais j'en ai rien à branler, moi, de tes études de psychologue. Pour moi, t'es pas un soldat, t'as pas été avec moi, comment tu peux comprendre? C'était un peu ça. Du coup, il n'y avait pas de point commun. Il n'y avait aucun point commun avec moi. Et c'est ça qui dérangeait, c'était du coup, pour toi, c'était pas logique. Non. C'était pas logique de parler à un mec comme ça, il allait pas m'aider, moi. Et je me suis réenfermé sur moi-même. J'ai encore gardé tout ce que j'avais en moi, j'ai rien déballé. Et là, ils m'ont transféré à la PEGP, là, avec le Major Goffose. Et là, ça a été la goutte d'eau, je crois. ça a été la goutte d'eau. Là, je suis tombé plus bas que terre, en fait. Après, est-ce que tu penses qu'ils étaient un peu démunis ou enfin, pas... Démunis? Ouais. Par la situation. Ouais, ils savaient pas quoi faire ouais, bah oui, oui. Là-bas parce oui, que non, bah oui, oui, maintenant. Ils pas vraiment la solution. Oui, maintenant, je pense que avec le recul, oui. Ouais. Bah oui, de toute façon, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait rien. Ouais, surtout... Et personne n'a été préparé à vivre ce qu'on a vécu en Afghan. L'après, en fait. On n'était pas prêt pour l'après. Personne. Et personne n'avait anticipé l'après. En fait, c'est ça surtout. Personne n'avait eu la cogite de se dire, ah, peut-être qu'il va se passer des trucs après, tu vois. Après, et pourtant, pour moi, c'est l'une des plus grosses erreurs de la France, parce qu'à un moment donné, on a quand même des alliés dans le monde qui savent ce que c'est le combat, et qui en vécu beaucoup plus que nous. Putain, on est des êtres humains, hein. C'est pas parce que c'est un ricain
qui est différent du français. On est des humains. On est tous pareils. On n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes traditions, mais on est des humains. On a tous Ouais. le même cerveau. Le Hein. comportement est le même. Voilà, le comportement, c'est le même pour tout le monde. Et bah, personne n'avait anticipé cette merde. Et ça fait que personne n'était en quelque sorte apte à m'aider. Sauf 2-3 personnes dans le régime, dans le bataillon, qui étaient quand même conscients de ce qui se passait et qui essayaient de nous aider. Bokassa, qui a toujours été là. Que je vais bientôt faire une vidéo avec lui. Voilà. Chabanette. Ah ouais. Chabanette. Ouais. Elle était. Heureusement qu'elle était là. Elle n'aurait pas été là, mais j'aurais vécu 10 fois moins bien que ce que j'ai vécu. Elle a toujours été là, elle a toujours essayé de me soutenir. Je la connaissais ni d'Adam ni de Ève. Elle venait toujours me voir. Justement, qu'est-ce qu'elle a fait pour t'aider? Elle a parlé. Elle a beaucoup parlé. Pour toi, ça te fait du bien, quelqu'un qui Ouais. te parle? Quelqu'un qui te parle, en fait. Pas quelqu'un qui t'écoute. Ah Quelqu'un ouais. qui te parle. Qui parle, qui échange. Un psy, ça t'écoute. Mhm. Ça t'écoute et ça prend des notes sur un calepin. J'étais en train de m'analyser. Qu'est-ce que tu es en train de faire, en fait? Tu fais quoi? Tu fais un rétexte sur ce que je suis en train de te dire? Tu vas comparer ce que je dis si je te mens pas? D'un rendez-vous à un autre? Tu vas analyser si je suis pas en train de te dire de la merde? En fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses avec un psy. Quand tu parles et que tu échanges, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas un bureau en face de nous qui nous sépare. Il n'y a pas un grade qui est là, docteur, machin. Non, c'est un être humain avec un autre. Et je pense que c'est super intéressant ce que tu dis, de coup, parce que pour les gens qui voient cette vidéo, et qui est psychologue ou pas, qui est dans le domaine de la Il y en santé, a peut-être certains qui ne vont pas aimer. il faut peut-être éviter tout ce que tu dis, quoi. Mais Donc pour moi, le bureau, la tenue, prendre des Bien sûr, notes, mais et bien sûr. essayer dès que ce soit un échange déjà le plus naturel Mais bien possible. sûr. Et Un échange que- d'humain à humain. de humain à humain, et pas avoir cette Voilà. casquette de psychologue. Voilà. Casquette de Mais psychologue, t'es pas le premier qui me dit ça. la blouse blanche, le bureau avec les Ouais. petits diplômes sur le tableau, les petits livres là posés, la bibliothèque avec des gros bouquins. Je parle à quoi? Ça, Je parle à- ça te dérange beaucoup, ça. Moi, ça me dérangeait énormément, ça. Mhm. Et ça me dérange toujours. Hein. Oui, oui. J'arriverai. Mais même pour la vie civile. Hein. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que. Je conçois pas l'aide comme ça. Ouais. Parce qu'il y a une certaine barrière naturelle qui se met en place dans une salle comme ça, qui fait que comment tu peux être naturel? Ouais. Mais c'est là où c'est intéressant parce que ton parcours santé, du coup, il est différent de. Enfin, après, on a tous un parcours différent. Mm. Mais celui-là, ton parcours est intéressant parce que du coup, on t'a aidé plus ou moins dans le bataillon. Et après, tu as, j'imagine, explosé encore à la pêche. Ah, la PEGP, non. Même pas? C'est là Non. où tu as décidé, je me mets en arrêt. Et puis, Ouais, parce que là, il n'y j'ai. a pas eu d'autres déclencheurs. Non. Non, ah non, c'est les deux seuls déclencheurs que j'ai eu, c'est ceci. Ok. Donc, c'est une prise de conscience. Bon, il faut que j'arrête d'être Ouais. à cet endroit-là. C'est ça. Et. Mais tout en sachant pas comment j'allais évoluer. Hein. J'en savais rien. Hein. Moi, à cette époque-là, je vivais véritablement au jour le jour. Hein. J'avais pas de projet d'avenir. Parce que Ah pour ouais. moi, à la PEGP, quel projet d'avenir j'aurais pu avoir à la PEGP, quoi. À un moment donné, Et donc, du coup, Non. tu t'es mis en arrêt. c'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait pendant ton arrêt? Combien de temps ça a duré? Je suis resté 3 ans en arrêt. J'ai fait 3 ans et demi, à peu près. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour aller mieux ou pas? Bah, Ou moi, est-ce que c'était, personnellement, galère rien, en fait, parce que moi, je me suis mis en couple, en fait. J'ai été blessé et je me suis mis en couple avec ma femme actuelle, là, juste après l'Afghan. On est revenu de vacances. Quelques semaines après, j'ai rencontré Marion, je me suis mis avec elle. Déjà, ça a été un premier signe qu'aujourd'hui, en analysant, ça aurait pu être un premier signe pour les gens qui me connaissaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma façon de vivre l'armée. Parce que j'ai toujours dit à tous les gens que je connais, je ne me mettrai jamais en couple tant que je suis à l'armée. Ah ouais. Ok. Voilà. Et c'était quelque chose que je tenais à cœur. Hein. Je ne voulais pas faire vivre l'armée à ma famille. Hmm. Parce que c'est quelque chose, c'est des trop gros sacrifices. Comme je voyais tous les gradés qui étaient célibataires géographiques et tout, pour moi, c'était pas ça. Une vie de couple, une vie de papa-maman, c'est pas ça. Tu as des enfants, il faut que tu restes avec tes enfants, que tu éduques tes enfants. Qu'ils soient Même- présents. Voilà. Même mon meilleur ami, j'ai mon meilleur ami qui est militaire, il a des enfants, il a tout raté. Je comprends pas sa manière de pouvoir vivre ça, en fait. C'est pas moi. Alors là, je me mets en couple.
ça devient sérieux. On habite ensemble. Et tout ça, c'est tous des petits signes aujourd'hui que j'arrive à analyser, mais qu'à l'époque, je n'analysais pas du tout. Donc, du coup, ton couple t'a permis Voilà. D'évacuer, en fait, elle ne m'a pas aidé à aller mieux, parce que je ne lui parlais pas de ça. Mais elle m'a permis d'avoir un éventuel but dans la vie, d'une progression dans la vie. C'est-à-dire que je me suis mis en couple, je peux pas continuer à rester à rien faire, à pas avoir de projet d'avenir. Je vais avoir un projet d'avenir avec cette personne-là. Donc du coup, ça Voilà. t'a donné un sens, un objectif. C'est ça. Et après, à partir de là, nous, on s'est mis ensemble. On a commencé à vivre des trucs ensemble, à sortir. Moi, je reprenais goût un petit peu à sortir, à retourner voir un peu mes potes, machin, nani. Et par la suite, projet éventuellement de bébé. Et tout ça, ça se met en place. Projet de maison. Et ça, c'est durant ces 3 années d'arrêt maladie Ouais. qu'a commencé à avoir tout ça? Ouais. Et là, on a fait construire notre maison. Et qu'est-ce qui a fait? Alors, il y a ton couple qui a vraiment t'a fait sortir de là et d'aller bouger et de sociabiliser du coup. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui t'a aussi aidé Il y a plein de choses en fait. Alors, c'est Non, après, il y a aussi un petit truc de l'armée qui a fait que ça m'a aidé. Un truc même qui m'a quand même. C'est ce qui m'a le plus aidé, mais je pense qu'il y avait certaines personnes qui le savaient, mais dans la majorité des cas, je pense que les personnes ne se doutent pas du bienfait que ça peut représenter. En fait, c'est d'avoir été confronté dans différents stages que l'armée a mis en place, stages de blessés, en fait. Je sais pas si aujourd'hui, je pense qu'ils en sont conscients. C'est de nous confronter à d'autres blessés. Il y a beaucoup de monde qui vont croire, avant de le vivre, je pense, que c'est pas bon. Parce que, effectivement, tu peux avoir un blessé grave qui va rencontrer un blessé léger. Et, à l'inverse. Voilà, et à l'inverse. Et te dire, putain, j'ai vraiment pas de chance, je suis vraiment qu'une merde. Tu vois, Moi, dans mon cas, personnellement, ça m'a aidé. Parce qu'en fait, c'est pas que j'ai rencontré des plus gros blessés ou des moins gros blessés. Il y en a eu qui ont eu des moins grosses blessures que moi. La comparaison, c'est vraiment un problème, ça. Oui. C'est humain même. Parce qu'on a toujours tendance à être. Bien sûr. À se comparer. Et on va comparer nos guerres, on va comparer nos combats. Ah ouais. Et cette phase-là, elle est vraiment critique parce que du coup, tu te compares et on s'interdit à être blessé du coup. Oui. Mais non, mais moi je peux pas. Oui. Le gars, attends, il a fait ça. Moi je m'interdis. Ouais, Jusqu'au moment où ça explose. Voilà. Et là, tu déballes. Et là, tu déballes, tu fais n'importe quoi. Et tu déballes. Non, pas forcément n'importe quoi, mais moi, ça m'a permis de me libérer, en fait, de pouvoir échanger. C'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Après, je ne sais pas si tout le monde peut le vivre comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que comment j'aimerais toi que tu les l'as gens vécu, ils le vivent comme ça. Ça serait, pour moi, c'est le mieux, c'est de le vivre comme ça. C'est d'avoir la capacité de le vivre comme je l'ai vécu. Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu la capacité de ne pas me comparer, mais d'écouter et de partager, en fait. On a partagé nos blessures. Le fait d'échanger. Voilà. Peut-être pas dans des bonnes circonstances, parce qu'il y avait de la drogue, il y avait de l'alcool. Tous. Je ne veux pas te mentir, dans ces stages-là, il y avait soit du chichon, soit de l'alcool. Je vais éviter de le mettre. Non, mais. Ouais, mais non. Ouais, après, tu peux pas forcément éviter de le mettre, parce que tout le monde en était conscient. Ah ouais, d'accord. Tout le monde le savait. Et ça n'a jamais été interdit. Ah ouais, du coup, ça a changé parce que moi, quand j'ai fait, c'était niet. Ah ouais, moi, c'était pas interdit. Du coup, ok. Nous, ils nous le disaient. Les cadres, ils nous le disaient. Si vous avez besoin de fumer votre petit chichon le soir, il ne faut pas que vous en privez. C'est pas parce que vous êtes là que vous allez arrêter vos habitudes. On ne vous demande pas de changer du jour au lendemain. On ne vous demande pas de guérir aujourd'hui. Et on ne vous demandera pas de guérir demain. Mais on est là pour essayer de franchir des caps. Si à la fin de ce stage, on a réussi à vous faire comprendre et à vous faire passer le cap d'éventuellement pas autant boire, pas autant fumer. Une prise de conscience, quoi. Voilà, prise de conscience. Et moi, ça m'a permis de me libérer. Une soirée, avec 3-4 blessés, on se rejoignait dans les chambres, on avait une petite bouteille, on buvait 2-3 bières. Et là, on commençait à parler entre nous. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de psy, il n'y avait pas de personne qui analysait. Il n'y avait rien, il y avait nous et nos histoires. Nous et notre passé, et aussi nous et notre éventuel futur. Il y en avait qui ont très mal vécu le stage. Parce que
Un mec, je me rappellerai, il avait eu les mêmes blessures que moi. Pareil. Une dans le bras, une dans la hanche. Sauf que lui, celle de la hanche, bah, elle a tapé un petit centimètre à côté de la mienne, tu vois. Ça lui a sectionné la vessie. Gros problème. Poche urinaire à vie. Poche de caca à vie. Béquille. Tu vois, alors que moi, j'ai pas tout ça. Et que c'est les mêmes. Hein. Et on se montrait les endroits. À première vue, quand tu regardais, c'était le même endroit, hein, l'impact. Hein. Sauf que lui, bah, peut-être qu'un angle différent. La balle, elle était un angle différent. Elle a tapé quelque chose de différent. Elle a peut-être ricoché. Peut-être. Ça lui a fait de la merde. Et lui, bah, quand il m'a vu, on a discuté, on s'est échangé. Il l'a pas mal pris, mais j'ai vu que ça lui a fait un peu de mal de se dire, putain, tu vois, le mec, il a vécu ce que j'ai vécu, mais putain, il a quand même plus de chance que moi. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément bon pour tout le monde. Ouais, ouais. Et contrairement à ça, il y a des gens, un autre, il avait fait un pied de mine. Il avait eu un pied de mine, en fait. Les deux pieds. Dans le VAB, il a pété sur une mine. Le VAB, il n'y avait rien dedans, mais la coque, elle s'est gonflée. Ouais, ces jambes. Et les jambes, elles ont pouf. Et en fait, jusqu'au genou, là, tout a été explosé. Ils ont pu lui sauver un pied, et l'autre, ils ont dû l'amputer. Mais le pied sauvé, je l'ai revu 2 ans après, il a été enlevé. Parce qu'il avait tellement mal au quotidien. Et bah lui, il a kiffé ce stage. Il a kiffé entendre parler des autres blessés. Ça l'a aidé. Sans être dans l'état d'esprit de la comparaison, de lui, il a plus de chance que moi. Mais dans le principe, quand je l'ai revu 2 ans après, il m'a dit c'est la meilleure chose que j'ai pu vivre, c'était ce stage-là. Et donc du coup, le fait de parler pour toi, c'est quelque chose d'important. C'est vital. C'est vital. C'est un peu, c'est obligatoire. Mais ça, c'est l'homme, c'est l'être humain, je pense, qui est comme ça. Un être humain qui ne parle pas, c'est un être humain qui n'exprime jamais ses sentiments. Parce qu'exprimer ses sentiments, en fait, ça veut tout dire, cette phrase. Exprimer ses sentiments, exprimer, parler, discuter, écouter, partager. Si tu fais pas ça, tu vas ressasser dans ta tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il n'y aura personne pour te dire le petit mot qui va t'aider. Il y en a beaucoup qui vont te dire des mots qui ne vont pas t'aider du tout. Ça, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui vont te raconter des trucs, et ils vont croire que ça t'aide, mais en fait, ça ne t'aide pas du tout. Mais tu vas tomber un jour sur une personne qui va avoir les bonnes réponses, éventuellement. On ne peut pas dire les bonnes réponses, mais des réponses qui vont t'aider à tourner la page. Ou le mot qui fera qui va déclencher le fait que tu vas te mettre à parler. Et moi, cette personne-là, je l'ai rencontrée pendant ce stage-là. Je l'ai rencontrée pendant le stage mère et blessée. Ah oui, tu m'en avais parlé. Ça a été une petite psychologue, là, mais... donc une psychologue que du coup tu as accepté. Oui, mais qui n'était bizarrement pas habillée en militaire. On n'était pas dans le cadre militaire. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de tenue. Il n'y avait pas de tenue, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas toutes ces images un petit peu, pas ces images, mais ce cliché du docteur. Tu vois, elle était en civil, j'étais en civil. On parlait au bord de l'océan avec une table et un verre, tu vois. Et là, putain, il s'est passé un truc, je sais pas, ça a déclenché une envie de parler. Putain, et là, on a parlé. Elle a bien fait son job, quoi. Ouais. Et elle faisait pas que écouter. Elle parlait aussi. Et ça m'aidait. Elle parlait. Elle tapait des délires, des fois. Elle se mettait à exploser de rire. Je racontais un truc dégueulasse. Et elle se mettait à rire. Et je comprenais pas. Et je comprenais pas. Et après, même moi, ça me mettait à avoir envie de rire. Sur la situation. Je disais, mais putain, mais... Et je suis passé par tous les stades avec elle. Parce que du coup, avant elle, il y avait cauchemar, insomnie. Tout. Tu avais des crises d'angoisse, j'imagine, ou des trucs pas forcément. Pas forcément. C'est vraiment cauchemar. Non, et angoisse. nuits, Mais c'est pareil, je pourrais presque pas dire cauchemar. Rêve désagréable. Un cauchemar, c'est tu vas te réveiller en transe. Ah ouais, du coup, c'était l'image. En fait, c'était en boucle. Ah ouais. Et elle t'a permis d'effacer, de diminuer ces. Elle m'a permis de la classifier. Ces mauvais souvenirs, Elle m'a permis de classifier l'information. Ah oui. Et justement, tu m'en avais parlé, l'histoire de l'ordinateur, je trouvais ça sympa. Ouais. Si tu pouvais nous expliquer en fait. En fait, c'est elle qui m'avait un petit peu poussé dans ce délire-là. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, on est exactement pas. En fait, c'est con, mais l'ordinateur et le disque dur et tout ça, ça a été créé par l'homme.
Il y a forcément des points communs. mais c'est con, mais c'est vrai, gros. Les souvenirs, en fait, c'est comme un ordinateur. Quand tu allumes ton ordinateur, je te redis la même chose, hein, c'est pour un peu expliquer aux personnes. Quand tu allumes un ordinateur, tu vas avoir différentes images qui vont apparaître instantanément et automatiquement. Windows, après tu auras ta première page principale avec tous tes petits onglets qui vont apparaître, ils sont tous rangés toujours pareil, au même endroit, sauf si toi, l'être humain, décide de les mettre ailleurs. Ça, c'est la mémoire vive. C'est-à-dire que c'est la mémoire qui est toujours là et que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que tu l'ouvres, tu le contrôleras après. Mais quand il s'ouvre, quand il s'allume, tu ne le contrôles pas. Et tu as la mémoire interne, tout ce que tu peux contrôler. Les dossiers photos, les vidéos, que tu vas cliquer. C'est toi qui vas demander d'ouvrir la page et de te montrer la photo. Ça, c'est la mémoire interne. Et ben, c'est la même chose pour les souvenirs et les cauchemars. C'est des informations qui ont été tellement brutales et intenses que ton cerveau, il n'a pas réussi à les classifier. Tu n'as pas réussi à les classifier dans la mémoire. Donc, du coup, c'est le bordel dans tes tiroirs. C'est ça. En fait, tu as un souvenir qui t'aime bien, tu vas y penser, tu vas demander à ton cerveau de te sortir les images dans ta tête. Tu vois, je sais pas, moi, je demande de voir une rose. Je demande à mon cerveau de voir une rose. Tiens, affiche-moi une rose. Bah, dans ma tête, là, je visualise une rose. Mais c'est si je la demande. Au quotidien, je ne vois pas des roses de partout. Et ben en fait, c'est ça, pour moi, c'était ça. Et c'est ça, les informations et les flashbacks. Et pas les flashbacks, mais les cauchemars, les images qui restent gravées, c'est ça. C'est des informations qui n'étaient pas rangées. Et elle, en discutant, en parlant, elle m'a aidé à classifier tout plein de petites images, tout plein de petites choses. En l'espace de 2 semaines, ça a pris 2 semaines. C'est pour te dire que ça n'a pas pris 10 ans. Ça a pris 2 semaines à la voir une fois de temps en temps, une fois par jour à peu près. Mais même pas une demi-heure, 1 heure. Après, on se revoyait, tu vois, 10 minutes, on discutait, on buvait un verre, on passait une soirée, on mangeait ensemble. Tu vois, c'était tout un stage comme ça, en fait, on tournait tous un petit peu autour. Et en l'espace de 2 semaines, putain, je me suis mis à dormir. Il y a même eu un moment donné où je dormais plus, mais plus pour la même raison. Tu vois, il y a eu un laps de temps de 48 heures, 72 heures, où je ne trouvais plus le sommeil, mais c'était plus pour la même raison que je trouvais plus le sommeil avec cette image qui était classifiée ou pas classifiée. J'avais réussi à la classifier. Ça veut dire que mon cerveau avait pris l'habitude de pendant pratiquement 2 ans et demi, 3 ans, d'avoir cette image au quotidien, gravée sur mes paupières. C'est fou ça. T'avais cette habitude quoi. Et ouais. Et là, elle est partie l'image. Et il fallait que je demande à mon cerveau de la sortir pour la voir. Mais dès que mon cerveau il arrêtait de penser à cette image, et ben elle disparaissait. Et il fallait que je refasse la demande. Et ça, c'était horrible à vivre. Parce que pour moi, c'était pas normal. Et j'en ai pleuré. J'en ai pleuré devant elle, à lui redemander qu'elle me refasse apparaître l'image. T'étais en manque. Ouais. Elle me dit, mais c'est normal. T'es en manque. Ton cerveau, c'est pareil que pour la drogue, c'est pareil que pour l'alcool. Quand tu habitues ton cerveau à avoir des informations d'une telle ou d'une telle sorte, dès que tu arrêtes du jour au lendemain, tu es en manque. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Voilà, bonne ou mauvaise. Et là, c'était mauvais. Mais il me la fallait. Et elle m'a dit, non, il faut que tu insistes et tu vas voir, dans 2-3 jours, ça sera fini cette histoire. Et ça a duré effectivement 2-3 jours. Et 2-3 jours après, en fait, l'image, j'étais content de ne plus l'avoir putain de gravée sur sa putain de paupière, quoi. Parce que c'était un fléau, en fait, au final. C'était un fléau. Je clignais des yeux, elle était là. Je fermais les yeux, elle était là. Je bâillais, elle était là. C'était horrible. C'est fou ça. Et voilà, elle a été classifiée. C'est pour ça que toutes les informations, pour moi, j'y compare véritablement à un ordinateur. Il faut réussir à classifier les informations qui te gênent. Mais pour ça, si tu n'en parles pas, ça sera toujours bordel. Voilà, ça sera toujours le bordel. Si toi, dans ton ordinateur, tu ne décides pas de prendre ta souris et trier tes photos ou trier tes dossiers, en fait, ça sera toujours le bordel. C'est que tu as pris la décision de le faire, tu le fais. C'est un peu pareil pour les souvenirs. Si tu veux prendre la décision de réussir à classifier tes informations, il faut que tu prennes la décision de le faire. Et il n'y a personne qui peut la prendre pour toi. Voilà, et c'est ça qui est important. Parce que souvent, j'entends des gens... en règle générale, on attend de l'aide de quelqu'un, mais en fait, la seule personne qui peut vraiment t'aider, c'est soi-même. Oui. Et ça, le temps que... le temps que tu comprennes et que tu l'acceptes, ça peut être très long. Ça peut être très long. Ça peut durer des années. C'est un peu pareil que tous ceux qui ont été envoyés chez le psy par obligation. Il y en a eu beaucoup. Il y a des collègues, je ne dirais pas des noms, mais on les a forcés à aider.
Et ça n'a jamais fonctionné. Du Ça moment venait pas que de lui. C'est pas exactement. Ça vient pas de toi. Ouais, c'est comme c'est un clair. alcoolique qu'on va arrêter au volant et qu'on va l'obliger à faire une cure de désintox. Faut que ça C'est vienne de pas lui, lui quoi. qui a pris la décision d'y aller faire cette cure de désintox. Il va pas la faire. Tant que tu n'as pas pris la décision, toi, de te soigner et de franchir ce cap de merde, de te dire que je vais arrêter de subir mes souvenirs, je vais arrêter de subir, et je vais me prendre en main, je vais y aller. C'est facile à dire aujourd'hui pour moi, parce que j'ai repris ma vie en main et je vis ma vie et je suis très heureux comme je suis aujourd'hui. Et je conçois très bien qu'il y a des gens qui peuvent écouter et se dire ah, il est marrant lui. Moi, j'y arrive pas. Oui, Il y a cette phase-là où on arrive. il y a cette phase-là où tu n'y arrives pas. Mais un jour, tu vas y arriver. Il faut pas abandonner, en fait. Après, c'est difficile à dire parce que tous les cas sont Mais différents, mais Justement, maintenant, comment tu vis le quotidien maintenant le quotidien, comment est-ce que les cauchemars, ça y est Bah, en ou fait, il y a c'est- toujours des c'est plus des difficultés. cauchemars, mais tu vois, c'est drôle. On s'est vu hier au téléphone et t'es là aujourd'hui. J'ai pas bien dormi cette nuit. C'est vrai. Mais c'est pas que j'ai fait un rêve, un cauchemar. C'est que j'ai fait un putain de rêve. Si, j'ai dormi en fait. J'ai bien dormi, mais j'ai le souvenir de mon rêve d'hier. Et mon rêve d'hier, c'est que je retournais à. Je t'ai dit, c'était quoi mes 3 regrets, mes 2 regrets. Ah de oui, ma les vie. 2 regrets. Ok, j'ai 2 regrets dans ma vie, je te l'ai dit. Mm. Et ben j'ai résolu le deuxième de mes regrets hier soir. Je me suis engagé dans l'armée. Cette nuit, ça y est, tu t'es engagé. Sauf que je suis retourné dans une armée qui n'était pas la mienne. Enfin, le moment présent, tu le vis bien maintenant. Ah, maintenant oui. Comment- ouais. Oui, oui. Ta vie Après, quotidienne, t'arrives à après, il y le- a 2-3 trucs que j'aimerais que ça change un peu dans ma vie, mais ça, c'est personnel. Ouais. C'est ne plus travailler tout seul. Tu vois, parce qu'en fait, les journées sont longues. Quand je bosse, tu vois, je bosse tout seul. Je suis à mon compte, je bosse tout seul. J'ai pas d'ouvrier. Bah justement, c'est quoi ton Voilà. projet à venir du coup? Moi, Quels sont tes projets mon projet à venir, j'ai pas forcément de gros projets d'avenir. Il y en a, ils vont te sortir, ah, je vais être chef d'entreprise, monter un truc, me faire des millions. Non, 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 non. Moi, j'ai un projet de vie beaucoup plus simple. Vas-y. Déjà, je veux profiter de ma famille au max. C'est-à-dire que mes gamins, je veux être là le matin quand ils se réveillent, je veux les emmener à l'école, je veux les récupérer le soir à l'école, je veux les emmener au sport, je veux les regarder faire du sport. Être présent pour la famille. quoi. Voilà, je veux partir en vacances avec eux, je veux faire beaucoup de choses, être beaucoup présent pour mes enfants et ma femme aussi. C'est quand même important. Et non, après, moi, ce que je veux, c'est juste continuer à prendre un peu de plaisir au niveau du travail. Je suis quelqu'un de toujours été très bricoleur. J'adore construire, j'adore travailler avec mes doigts, mes mains. Ça fait que moi, je vais continuer à faire des petits projets construction, rénovation. Voilà, je suis dans le bâtiment. Je vais rester à mon compte tranquillement, en me faisant un chantier ou deux de temps en temps. Voilà, j'ai la chance d'avoir une vie qui me permet de plus courir après l'argent. Je dis pas que je suis riche, ah, je serais bien. Mais j'ai ce qu'il faut pour payer mon loyer, payer ma nourriture et vivre une... En fait, je veux une vie simple. Je veux pas une vie avec trop de surcharge de travail, surcharge psychologique, tout ça. La blessure, ça vient de la blessure. Hein. C'est le fait d'être passé très très près de la mort m'a donné conscience que en fait la vie, elle s'arrête à un fil. Elle se tient à un fil. Tu peux partir demain. Alors passer son temps à travailler de 7h du matin à 20h le soir. Pourquoi faire quoi en fait je vois. Ouais, voilà. Moi, du moment que j'ai de la nourriture dans mon assiette, que mon frigo il est plein, que mes factures elles sont payées, qu'il n'y a pas un huissier qui vient frapper à ma porte, Tout va bien. tout va bien. Voilà. Et justement, là, j'aurais une dernière question qui va être. Bah, tu en as déjà beaucoup parlé de ce que comment tu as fait pour sortir de ça. Donc, différents points. Qu'est-ce qui t'a aidé vraiment? Et Ouais. moi, j'aimerais savoir quel conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent. Quel est le message d'espoir ou autre, ce qu'on n'a pas abordé durant Ouais. ces deux. Enfin, ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle, mais. Bon, je suppose. Mais si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde et qui vit en fait Une misère. une misère et qu'il Ouais, sent ouais. que bah, en fait il n'y a plus rien à faire quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. Je vais être très cru dans ma parole. J'espère qu'ils vont pas mal le prendre. Mais il faut se sortir. Fais comme tu le sens. Il faut se sortir les doigts du cul. Voilà. Ne pas être victime
Hmm. Il faut arrêter d'être victime de ses souvenirs. Et pour plus être victime de ses souvenirs, on en revient toujours au même principe, au même point de vue. Il faut ouvrir sa bouche. Il faut arrêter la petite fierté qu'on a tous en nous de me dire mais il ne peut pas parler, il ne va pas comprendre. Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On dit souvent ouais, je veux parler à un civil, il ne va pas comprendre. Mais il n'y a pas que des civils. Il n'y a pas que des civils dans le monde. Il y a plein d'autres soldats. Il y a plein d'autres personnes, pas forcément des soldats, mais même des policiers, même des pompiers, même des infirmiers. Il y a plein de gens qui ont vécu des trucs de merde, qui les ont profondément marqués. Ça fait que pour moi, parler. Il faut ouvrir sa bouche. Arrêter de croire qu'on est tout seul dans le monde à vivre la misère. Voilà. C'est un cap qui est compliqué à passer. Il faut tomber sur la bonne personne, il faut avoir la capacité d'avoir la chance de tomber sur la bonne personne, mais il y a toujours de l'espoir. Voilà, l'espoir, on dit souvent la phrase « l'espoir fait vivre ». Mais oui, l'espoir fait vivre. Voilà, l'espoir, ça fait vivre, ça fait vivre beaucoup de monde. Ça fait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous ces réseaux sociaux. Ouais. On a la chance d'avoir des gens comme toi qui prennent les choses en main en faisant des vidéos, en faisant des interviews de personnes qui ont vécu telle ou telle chose. Aujourd'hui, on a la capacité de trouver des solutions par soi-même. Il faut juste en avoir envie. Ouais. Voilà. Il faut avoir le déclic dans ta tête de te dire « Ok, je suis devant mon putain de miroir, je suis en train de me regarder. Et en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi ?» Ça serait tellement simple, hein, de prendre une corde et de l'accrocher et de sauter. C'est facile, hein. Mais non. Une vie, c'est une vie. C'est-à-dire que pour moi, faire ça, c'est cracher sur la gueule de tous ceux qui voulaient vivre et qui sont morts. Voilà. La vie humaine est trop importante, on n'en a qu'une seule, on ne va pas se réincarner en Dieu vivant ou en petit chien, ou non, on vit, on meurt, c'est terminé. Se prendre en main et vivre sa vie, putain, en règle générale, on est jeunes, on est des jeunes soldats, il n'y a pas des soldats de 50 ans, hein, ça n'existe pas, ou alors ils sont dans un bureau. On est jeunes, tous ceux qui ont pu vivre des merdes, on est jeunes, on a 30, 25, 30, 35, 40 aux plus anciens. Oh, on a encore 35, 40 ans à vivre, si tout se passe bien. Tu vas pas passer 35 ans de ta vie à te l'inventer sur ton sort, en fait. À un moment donné, il faut faire le pas et trouver la solution avec des personnes comme toi, et des vidéos, et des groupes. Et en fait, il faut parler, tout simplement. Voilà. Vivre pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre. Ouais. C'est très important, ça. Ah, il y en a, ils sont morts et ils auraient préféré vivre, je pense. Ouais. Ça fait que rendre hommage à ces personnes-là, c'est continuer à marcher et continuer à avancer, en fait. Voilà. Merci, Yo. Bah, de rien. Merci d'avoir partagé ton expérience. Avec plaisir. Si ça peut en aider. Ouais, super. C'est le but. Et puis une prochaine. Bah continue bien. Ciao, mec. Allez, mon copain. Pouh. Ouais. Putain, j'ai 2 caméras, plus de batterie. Il y en a une qui était là, je sais plus, t'en fais pas le tournel. Ok, je viens de finir l'interview, donc ça s'est super bien passé. Et c'est vrai qu'on en parlait en off. C'est vrai qu'il y a l'histoire aussi des parents quand ils apprennent la nouvelle par téléphone. C'est vraiment des moments pas faciles. Il y a beaucoup de choses qu'on a parlé en off et que c'est dommage, c'est pas en vidéo, mais j'aurai l'occasion d'en parler également. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gardez le courage et surtout, lâchez rien. Allez, ciao.